On se retrouve pour discuter de la vidéo de Julien Rochdy. Quel dictateur serais-je ? Je vais vous dire si j'accepterais de vivre sous la dictature de Julien Rochdy. Avant ça, je vous donne ma position sur le sujet. Je ne suis pas absolument opposé au concept de dictature parce que ça me paraît évident qu'une démocratie évolue de plus en plus vers une dictature de la médiocrité. Et on est à ce stade en France, vous avez régulièrement des gens qui vous disent « Oui, le gouvernement ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, on nous entend pas. » Si, le gouvernement vous entend très bien, et la politique française, qui est une politique de distribution d'aide sociale en fait, le gouvernement français sert exclusivement à récupérer l'argent des méritants pour le distribuer à ceux qui ne le méritent pas. Vous avez exactement une politique où l'État essaie d'anticiper vos besoins, il vous arrose d'argent public, il y a très peu de Français qui ne reçoivent pas ici ou là une aide, une alloc, etc. L'État s'occupe de votre santé, l'État s'occupe de tout. Si vous n'êtes pas content, c'est tout simplement parce que le socialisme ne marche pas. Le socialisme crée de la pauvreté. Vous vivez dans un pays socialiste et ce socialisme, vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu, vous avez voté pour ça. L'État vous a sondé encore et encore et vous avez dit que oui, le libéralisme j'aime pas trop, le capitalisme j'aime pas trop. Que se passerait-il si j'avais un problème de vie, j'aimerais bien être protégé, je tiens la carte vitale, etc. Donc vous avez exactement ce que vous avez demandé. Et je serais beaucoup plus heureux dans une dictature si le dictateur s'en tenait à un programme très simple, à savoir mon rôle c'est de garantir l'intégrité du territoire, mon rôle c'est de garantir la protection des individus et mon rôle c'est de garantir la propriété privée. C'est tout. Et donc on se retrouverait avec une dictature qui nous permettrait de faire beaucoup d'économies. Tout le cirque électoral, tout le clientélisme qui naît de ce cirque électoral, c'est le plus gros budget, parce qu'une élection c'est quoi ? Une élection c'est des voleurs qui se rassemblent et qui complotent pour dire voilà, j'ai trouvé un nouveau plan pour voler le secteur privé et pour vous le distribuer de telle ou telle manière. Moi, mes clients c'est les jeunes gauchistes, moi mes clients c'est les retraités, etc. Donc la politique en France ce n'est que ça. C'est des combats de gens qui essaient de voler l'argent du privé pour le distribuer à leur clientèle. Et donc moi je serais bien plus heureux dans un système où le dictateur nous dit bon bah voilà, moi je m'en fous, faites ce que vous voulez chez vous, par contre si c'est le bordel, bim, je sac immédiatement. Voilà, ça ce serait quelque chose d'assez positif, un dictateur qui s'occupe de garantir votre liberté, un dictateur qui, parce qu'il est absolument intransigeant sur les questions d'intégrité du territoire, de sécurité et de respect de la propriété privée, bizarrement nous permettrait d'être beaucoup plus libres et de consacrer notre temps non pas à blablater de politique, mais à faire ce qui compte, prendre soin de notre business et prendre soin de notre famille. Par contre, un dictateur qui part en mode « ouais, j'ai une vision pour la France, la grande France, blablabla », alors ça c'est sans moi. J'ai pas besoin d'avoir un super papa au-dessus de la tête qui rêve à ma place, j'ai pas envie d'aller me geler les couilles sur le champ de bataille pour les grands projets de grande France et je sais pas quoi, ça c'est absolument hors de question. J'ai juste besoin qu'on me laisse faire mes plans tranquillement. Je soutiendrai un dictateur qui me permet de faire ça, mais un dictateur qui voudrait la grande France, etc. Allez, ça va. Donc on va voir si je suis Juliano Rochdy compatible, et c'est parti. Les amis, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais dictateur de France avec tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs. Je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais pour réformer. Que dis-je réformer ? Révolutionner le pays. Et je vais vous raconter ce rêve sympa, ce rêve très sympa, un rêve très humaniste et surtout plein d'espoir. Et après tout, c'est la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Nous avons le droit de nous faire un petit peu plaisir, de se faire un petit cadeau imaginatif, onirique, un brin ironique peut-être, mais peut-être pas si impossible que ça, car rappelez-vous qu'en la matière, comme disait Napoléon... La musique, ça part mal, la référence à Napoléon, ça part mal. Après, moi j'aime bien, honnêtement, je vais essayer d'être sympa dans cette vidéo, parce que j'aime bien le projet, moi, de Julien Rochdy, à savoir, je deviens un intellectuel de droite, j'essaie de vivre de ma production, je lis, j'écris, je me forme, super, franchement, c'est un très beau projet, il n'y a aucun problème. Mais la charge des Valkyries, la Wagner, et puis Napoléon... peut-être que ça marchera pas. Il y a de nouvelles élections, mais encore une fois, aucune majorité claire ne parvient à se dessiner. Le pays est donc
complètement bloqué, mais Macron refuse obstinément de démissionner. Alors il invoque les pleins pouvoirs, l'état d'exception, et il verrouille entièrement l'État. Et comme par hasard, ses opposants politiques tombent opportunément pour corruption, et certains sont même assassinés curieusement. Le pays n'en peut plus. L'armée décide donc enfin d'agir. Un putsch balaie tout le petit monde macronien qui s'est enfermé à double tour à l'Élysée. Le président tombe, il n'y a plus de gouvernement, et la cinquième c'est foutu, comme dirait Lino Ventura dans l'extraordinaire « L'aventure, c'est l'aventure ». Il y a donc tout à refaire. Cependant, la situation devient immédiatement chaotique. Les banlieues sombrent dans l'émeute, l'extrême gauche prépare sa révolution, l'économie est à l'arrêt, il est strictement impossible d'organiser des élections dans pareilles conditions. L'armée cherche alors, d'abord, à s'en remettre à des politiciens professionnels. Mais la vérité est qu'ils sont tous très vite complètement dépassés par la situation. Aucun n'est fait pour ces heures historiques en réalité. Dès que tu leur enlèves le restaurant de l'Assemblée, les plateaux de BFM TV et leurs notes de frais, ils sont complètement paumés, perdus. Et là, les discours ne suffisent plus. Les mesurettes sont de l'histoire ancienne. Enfin, il ne s'agit plus seulement de plaire à des électeurs, il s'agit enfin, comme je vous dis, de faire. Ça pourrait marcher. Après, d'ici à ce que l'armée arrive jusqu'à Julien Rochdy, je sais pas comment on arrive jusqu'à lui. Je pense qu'ils ont pas mal de gens en stock d'aspirants dictateurs, et de façon générale, tu vois, je pense que la dictature, c'est cool tant que c'est nous le dictateur, quoi. Si c'est quelqu'un d'autre que nous, je suis pas sûr qu'on tolère ça. Donc devenir dictateur comme ça, être nommé dictateur, ça me paraît compliqué. L'armée doit donc trouver vite une solution. Donc désespérés, quelques jeunes officiers brillants issus de Saint-Cyr se rappellent soudainement d'un intello un peu barré qu'ils avaient rencontré lors d'une soirée et avec lequel ils avaient discuté de cette situation, de la possibilité de tels événements. Vous vous en rappelez, les gars ? Moi je m'en rappelle. Alors ils m'appellent, moi, à la barre, pour voir si je peux un peu les aider, faire quelque chose, au moins peut-être les conseiller. Je quitte donc mon Ardèche dans laquelle je m'étais barricadé avec quelques bonnes familles et de bons fusils, et me voilà à Paris au milieu du merdier. Je vous raconte pas les petites manœuvres, les petites manigances que je fais, je fais un peu du Staline, si vous voyez ce que je veux dire, je pousse un peu mes concurrents dans l'escalier, et du coup, me voilà enfin dictateur. L'armée me donne un mandat de 10 ans, renouvelable, évidemment, pour tout changer. Le sort du pays m'oblige, me voilà prêt à prendre en main le destin de la France. Alors, par quoi je commence ? J'ai conscience qu'il faut être radical ou n'être pas, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, on n'est plus à un moment historique où la politique consiste juste à gagner du temps, à faire gagner du temps à la nation et surtout à garantir uniquement le versement des retraites. Non, la France a besoin de changements majeurs pour s'en sortir. Je commence donc par m'attaquer directement à la racine des problèmes. Et par conséquent, comme tout bon... Qu'est-ce que c'est que la racine des problèmes, selon toi ? C'est l'immigration ou c'est le socialisme ? Ça va être intéressant de voir. Moi, je pense que la racine du problème pour toi, c'est l'immigration, les Kwakubé, tout ça, mais moi, je pense que c'est une conséquence du système socialiste. Mais vas-y, surprends-moi. Je commence par ouvrir des camps de travail, des camps de rétention dédiés à la réinsertion professionnelle. J'en ouvre un certain nombre, la plupart en Guyane, et je confie leur gestion à l'armée et à quelques mercenaires salvadoriens pour bénéficier d'un incontestable savoir-faire. J'ordonne d'y enfermer sans coup férir tous les leaders d'extrême gauche qui appellent à l'insurrection, au désordre et à la violence. J'ordonne aussi d'y enfermer une bonne partie de la classe dirigeante corrompue et accusée de félonie, et j'ordonne d'y transférer tous les prisonniers de droit commun ayant commis des crimes et des délits graves. Et bien sûr, je mets dans la foulée en place une justice extrêmement sévère. Désormais, toutes les racailles et criminels qui pourrissent et détruisent la vie des Français pacifiques depuis des décennies, donc à savoir les violeurs, les agresseurs, les trafiquants de drogue, les voleurs, etc. Bref, toute la lie de la société, tout ce beau monde, je l'envoie au bagne dans notre très utile et très hospitalière Guyane. Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est une assez bonne idée de commencer par rétablir l'ordre. La liquidation des opposants politiques, je sais pas si je ferais ça. C'est assez embêtant de commencer à avoir des prisonniers politiques, parce qu'après ça te fait des martyrs. Je pense que c'est mieux de les corrompre, de leur flanquer la trouille. Ils vont faire quoi ? Si tu mets un gros coup de pression avec l'armée à aller au Mans, tu crois qu'il va faire quoi ? Tu crois qu'il va dire « Non, moi je me bats, venez me chercher, etc. » Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc du type tu vas la fermer pendant un moment, tu vas voir qu'on va se créer un truc très bien. C'est pas passé loin,
tiens-toi, Caro, sinon ça dégage. Je pense que c'est mieux de les corrompre et de garder en fait les traces de la manière dont on les a corrompus pour qu'ils puissent pas jouer le truc j'ai résisté à la dictature, je suis un héros. C'est tellement des baltringues qu'il y a moyen de les de pas leur donner l'occasion de jouer au héros. Sinon foutre tous les Kwakubé en Guyane, pourquoi pas, justice expéditive, pourquoi pas. Ça c'est encore une fois un pilier essentiel pour rétablir un pays prospère. Et pour gérer les graves problèmes des banlieues qui ont alors sombré dans l'anarchie, dans l'émeute, on commence tout simplement par y envoyer nos forces spéciales, avec ordre de mettre hors d'état de nuire tous les gros caïds avec toutes leurs bandes. Et donc effectivement, là, tu vas avoir une guerre civile assez importante, parce que quand on voit les dernières confrontations qu'il y a eu entre l'armée et les banlieues, ça a été assez... Enfin, pas les banlieues, hein, les cartels de drogue, etc., ils sont vachement bien armés, ils sont vachement bien entraînés, donc il faut en passer par là, certainement. Mais pareil, je pense que je les prendrais en traître, tu vois, un petit truc divisé pour mieux régner. Si je peux pas m'arranger pour qu'ils se butent un petit peu entre eux, je trouverais des choses comme ça, parce qu'il faut pas perdre trop de force dans la bataille, hein. Et puis c'est pareil en fait, tu peux avoir des leaders de gangs qui commencent à se la jouer, voilà, moi je suis un révolutionnaire, en fait j'étais communiste, etc. Enfin voilà, faut pas leur donner l'occasion de jouer les héros. On arrête ainsi les racailles, les agitateurs, les imams radicaux, tous. Il n'y a aucune place pour toute cette engeance dans le plus beau pays du monde, ça suffit désormais. Et une fois l'ordre rétabli, je peux enfin m'attaquer à l'économie et à l'État lui-même, sachant que ce n'est pas à ce dernier, comme on entend sans arrêt depuis des décennies, à créer des emplois, mais aux entrepreneurs, aux créateurs, aux actifs. Ah j'aime bien, ça pourrait le faire, c'est bien. Résultat, simplification systématique de notre droit, numérisation et passage à l'intelligence artificielle pour notre administration. Plus de paperasse, plus de bureaucratie. Donc plus d'état profond, voilà, t'as compris, c'est très bien Julien. Moins de fonctionnaires. Ensuite, passage progressif mais inéluctable à la retraite par capitalisation. Pour être plus précis, je garantis une retraite minimale à toutes les personnes âgées pour qu'aucune ne souffre de la pauvreté, mais tout ce qu'il y a au-dessus de ce revenu minimum et universel doit désormais être le produit de l'épargne choisie durant une vie. On supprime aussi la plupart des aides sociales à mesure que le marché... C'est bien, c'est bien, il a raison. Et effectivement, le fait de supprimer les aides sociales, ça te permet de garder pour la phase de transition un peu de budget pour payer les retraites actuelles, et on fait une transition progressive vers la capitalisation. Donc il a capté ça, c'est très bien. Du travail s'amplifie, grossit, et on en termine avec la plupart des subventions. Cela nous donne ainsi du mou pour permettre une baisse fantastique des impôts et des taxes. Cependant, pour réorienter notre économie vers la production et la sortir enfin de ces deux facettes infernales que sont l'économie de la consommation d'une part et l'économie de la rente de l'autre, on permet une hausse ciblée de la fiscalité sur les rentes de toutes sortes. Non. Tu faisais un sans faute, Julien, là. C'est une erreur de penser en termes de rente et de considérer que c'est de l'argent qui travaille pas. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Si t'as un boom d'entreprise, de création d'entreprise, que ça devient plus intéressant d'entreprendre parce que t'es moins taxé, t'inquiète pas, l'argent va trouver un chemin. T'as pas besoin de faire de la justice fiscale, c'est vraiment le début de tous les enfers, de toutes les conneries. C'est très bien de vouloir libérer les énergies, de vouloir libérer les entrepreneurs, mais vouloir fiscaliser les rentes, etc., c'est assez contradictoire avec le projet de retraite par capitalisation, et c'est une fausse piste. Tu dois faire confiance au boom de richesse qui se crée quand on commence à arrêter de casser les pieds des gens. Pousser à l'investissement productif. Par exemple, en donnant des avantages clairs pour l'épargne longue en actions, en obligations d'entreprises françaises, en offrant des crédits d'impôt, d'investissement, etc. Vraiment, je vous assure, rediriger les capitaux français vers la production et vers les entreprises françaises plutôt que dans l'immobilier spéculatif et les rentes inutiles. Mais l'immobilier, c'est un business, l'immobilier. Il faut arrêter. Et puis la notion de spéculation, ça n'a pas de sens. C'est vraiment une connerie gauchiste. Et l'immobilier, c'est quoi ? C'est des gens qui prennent du risque, qui doivent maintenir leur capital, donc à savoir qui se tapent tous les travaux d'entretien des biens. C'est pas du tout un business passif, l'immobilier. Donc il faut arrêter de stigmatiser l'immobilier en France. Il a déjà beaucoup trop souffert, et je pense que la priorité dans le domaine immobilier, c'est de s'assurer que les propriétaires sont vraiment propriétaires et qu'ils cessent d'être locataires de l'État. On croule déjà de fiscalité sur l'immobilier, donc non, il faut être beaucoup plus radical que ça. C'était très bien parti, mais là j'ai l'impression que tu es en train de virer un petit peu socialo dans le discours, et c'est pas bien.
C'est la clé de la transformation économique de notre pays. Nos entreprises tombent ou se font sans cesse racheter par l'étranger parce qu'elles sont toujours à court de capitaux. Parce que notre géronto-bourgeoisie préfère acheter 35 appartements et 26 maisons secondaires, histoire d'ailleurs d'empêcher aux jeunes d'accéder à la propriété, plutôt que d'investir dans nos boîtes françaises. Vraiment, c'est du populisme, ça, le délire. On va s'attaquer aux rentes. Non, il faut permettre à chacun, au contraire, de se constituer une rente. Et c'est comme ça qu'on peut aller vers la capitalisation. Eh bien, on va changer ça. On va taxer durement la rente et détaxer massivement, au contraire, le travail et la production. Et ça, eh bien, il faut malheureusement être en dictature pour le faire, parce que si vous proposez cela aussi clairement lors d'une élection, eh bien, vous n'êtes tout bonnement pas élu, parce que nous avons beaucoup trop de personnes âgées rentières dans notre pays. C'est comme ça. Et ainsi, avec des finances tellement saines qu'elles sont à nouveau excédentaires, je peux déclencher une mobilisation exceptionnelle des capitaux du pays pour une relance massive du nucléaire, pour une électrification totale du territoire, pour la robotisation, l'IA, l'espace et une réindustrialisation stratégique et écologique. Et ainsi, avec ce double mouvement, à la fois celui d'une libéralisation interne et de l'autre, celui d'investissement d'avenir massif d'un État stratège intelligent, tout le monde... Non, c'est là que tu pars en couille. Ce que tu racontes, c'est exactement ce que les trouducs qui sortent de l'ENA pensent être en train de faire. À savoir, on va être un État stratège, on n'arrête pas de l'entendre, on s'occupe de l'électrification, on s'occupe de l'IA, on s'occupe de la transition énergétique. Il faut arrêter d'essayer de faire ça. Il faut arrêter d'essayer de faire des trucs parce que il faut avoir l'humilité de se dire je suis moins malin que le marché. Voilà, le marché c'est mieux. Parce que tous au pouvoir, ils ont eu cette même folie des grandeurs de se dire, voilà, c'est moi qui sais, je suis stratège. Mais non, tu sais pas en fait. T'as un sens un petit peu du marché parce que j'imagine que quand tu écris des livres, tu les écris pour qu'ils se vendent. Donc t'essaies de capter des signaux, t'essaies de réfléchir comment ça marche. Donc peut-être que t'es un petit peu plus crédible en tant que personne qui essaierait d'organiser la production du pays qu'une personne qui a jamais gagné de l'argent en vendant des trucs. Mais voilà, faut redescendre un petit peu, il faut laisser le marché s'organiser, il faut pas essayer de refourguer de l'économie verte, refourguer du nucléaire, etc. Il faut laisser le marché s'organiser, ça marchera bien mieux que l'État stratège qu'on nous ressort depuis De Gaulle, quoi. Est appelé à travailler, à produire et à s'enrichir. J'assainis donc notre économie en quelques années. Surtout que je réforme entièrement le système scolaire. Je le privatise presque totalement, privilégiant partout sur le territoire l'enseignement catholique, parce que oui, la France a été à l'école catholique. Et puisqu'il s'agit de la refaire, il faut donc commencer par retrouver l'école catholique. Je suis d'accord tout à fait avec le fait qu'il faut complètement libéraliser l'éducation. Il faut que les gens puissent avoir accès à une éducation selon leurs croyances, selon leurs moyens, selon l'ambition qu'ils ont pour leurs enfants. Je suis pour interdire complètement des écoles qui seraient islamistes, qui seraient des vecteurs d'islamisation de la société. Je tolère qu'il y ait des écoles catholiques, mais l'idée c'est que vous puissiez faire des écoles absolument comme vous voulez. La seule chose qui est importante, c'est que moi, je n'ai pas à payer pour une pédagogie que je n'apprécie pas. Donc la priorité, c'est d'en finir avec l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, qui est simplement faire payer aux bons une éducation médiocre à laquelle s'ajoute la propagande d'État. Mais pour le reste, les gens s'organisent, chacun paye pour ce qu'il consomme, ça ira très bien. On met juste le garde-fou qu'on interdit les écoles islamiques parce que je vois pas ce que ça pourrait nous apporter. S'il y a des gens qui ont envie de faire des écoles catho, pourquoi pas, très bien, mais concurrence libre entre les offres éducatives. Je privatise évidemment complètement l'université, mettant enfin un terme à l'ineptie mitterrandienne et chevènementiste qui a consisté à permettre à 80% d'une classe d'âge à avoir le bac. J'augmente partout les exigences pour les concours, les brevets, les différents diplômes, et du coup, seuls les vrais intellectuels ont accès au métier d'intellectuel, ce qui libère une grande et très utile main-d'œuvre pour énormément de métiers manuels dont nous avons besoin. Moins de sociologues, pauvres et gauchistes à l'université, c'est plus d'artisans prospères et de droite dans nos villages. Ouais, pourquoi pas. Et je vire bien sûr tous les pédagogues gauchistes de notre système éducatif. Je recentre l'instruction primaire et secondaire sur les savoirs élémentaires et les humanités classiques.
J'impose 2 heures de sport par jour de l'école primaire jusqu'au lycée pour avoir des gamins en pleine forme. J'exclus toute propagande communiste et wokiste qui existe encore et je punis de mort tous les pédocriminels parce que nos enfants sont sacrés. Si vous touchez aux gosses, c'est la dernière chose que vous toucherez. Ouais, pourquoi pas. Encore une fois, si tu dissous l'école communiste, c'est-à-dire l'école publique gratuite, laïque, obligatoire, si t'as des gens qui sont des gauchistes et qui se disent le wokisme c'est trop bien, le communisme c'est trop bien, mais qu'ils le fassent mais avec leur fric. On va voir combien de temps ça va durer. Mais si tu fais une interdiction du type voilà, à partir de maintenant, cette pensée est interdite, tu crées des martyrs, tu crées des résistants, et c'est une connerie. Tu n'as pas besoin d'interdire les idées de gauche. Les idées de gauche, tu enlèves le robinet à subvention publique, ça disparaît. C'est de la daube, ça n'existe pas dans le vrai monde. Donc laisse les gens, s'ils ont envie de créer des écoles woke, où ce sont les élèves qui font les cours aux professeurs, ou je sais pas quoi, chacun fait ce qu'il veut, et ce qui marche survivra, et le reste, ça va dégager. Mais toutes les fois que tu commences à sanctionner, à réprimer, à interdire, tu donnes de la valeur à toutes ces conneries. D'ailleurs, pour relancer la natalité, grâce à mes mesures, beaucoup de jeunes couples ont enfin accès à la propriété, tout simplement parce que la taxation de la rente immobilière a poussé les rentiers à vendre leurs biens, à arrêter de les accumuler pour rien. J'interdis par exemple l'Airbnb sur les propriétés secondaires, parce que ça renchérit indûment les prix des maisons. Oh, je pense que tu devrais être plus riche, tu devrais gagner un peu plus de fric et commencer à réaliser que c'est important d'avoir dans ton patrimoine un pilier investissement en bourse, un pilier crypto-monnaie, un pilier immobilier. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu une revanche, tu vois. C'est peut-être que dans ton parcours, t'as pas gagné suffisamment pour commencer à développer un patrimoine immobilier, mais je t'assure que tu devrais, plutôt que de vouloir sanctionner les gens qui sont parvenus, malgré tous les bâtons que l'État leur met dans les roues, tu devrais plutôt te dire, grâce à la défiscalisation d'un paquet de trucs, plus de gens vont pouvoir se lancer sur ce chemin sans que tu aies besoin de sanctionner les personnes qui se sont constituées du patrimoine. Dans les campagnes, chez moi par exemple en Ardèche, il y a plein de gens qui achètent des baraques de campagne, qui mettent ça sur Airbnb, et donc du coup les jeunes Ardéchois doivent quitter l'Ardèche parce qu'ils ne peuvent plus acheter des maisons dans leur village. Et c'est pas à cause des gens qui achètent des maisons, c'est parce qu'ils sont pauvres à cause du socialisme. Et si tu fais bien ton boulot, ils arrêteront d'être pauvres. Ils vont construire, ils vont restaurer, ils vont réhabiliter, il y aura plein de main d'œuvre pour le faire. Arrête de vouloir organiser le marché. Pareil en Bretagne et c'est pareil dans plein de coins. Et ben ça, c'est inadmissible. Et en plus, ça détruit le secteur hôtelier, alors que la France, qui est quand même le plus beau pays du monde, devrait avoir le meilleur réseau hôtelier de la planète, ce qui est aujourd'hui loin, très loin d'être le cas. C'est encore une fois parce que les gens sont pauvres. C'est parce que les gens n'ont pas 200 balles à mettre dans une nuit d'hôtel. C'est ça qui relancerait le secteur hôtelier. C'est pas de taxer et d'interdire certains business. Donc rien que ça recréerait beaucoup d'emplois. Je fais en sorte aussi de pousser les banques à prêter aux primo-accédants, car sans maison, sans espace, sans propriété, il est normal... Non, en fait, c'est pas ça... L'objectif, c'est également de libéraliser le marché de la banque. C'est que tu commences à avoir plein de banques privées qui se développent, une offre pour chaque type de client, etc. Et tu laisses les banques gérer leurs risques elles-mêmes. Encore une fois, si tu essaies d'organiser, de subventionner, tu crées des monstres, tu fais des conneries. Que les jeunes ne forment plus de famille. Eh bien, on change ça. On défiscalise aussi tout le secteur de la petite enfance, assistante maternelle, crèche pour l'enfance, etc. Il doit y en avoir plus et surtout, cela doit coûter moins cher. Et enfin, on offre de grands avantages fiscaux, en particulier à la classe moyenne, pour toute famille ayant plus de 3 enfants. Alors vous me direz, c'est déjà le cas, mais on va plus loin à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué. Mais tu n'as pas besoin de mettre des avantages fiscaux, en fait. Tu enlèves la fiscalité pour tout le monde et t'inquiète, les gens vont avoir plus d'argent et ils vont être capables de mieux se projeter. Ils auront l'impression... Tu sais, ce qui fait qu'aujourd'hui, les mecs en France ont pas de boules et ils ont des tout petits raisins secs pourris, c'est parce que l'État les tient comme ça. L'État les tient comme ça, et même quand t'es propriétaire, en fait t'es locataire de l'État, tu vis dans la peur de recevoir un courrier qui te dit en fait tu dois encore plus que ce que tu pensais à l'État. C'est ça qui fait que les gens ont des petits raisins secs pourris et qui n'ont même plus la puissance de se taper leur femme. C'est parce que l'État le tient comme ça. Si t'es un dictateur qui essaie de prendre toute la place que prenait l'État avant, c'est pas comme ça que tu vas avoir des mecs puissants et virils. T'auras des mecs puissants et virils si tu te débrouilles pour leur foutre la paix en fait. Que je préfère avantager les familles de travailleurs par des réductions fiscales, voire même des exemptions, et par des allocations familiales qui, elles, permettent à trop de cas Ça oui, t'as raison. sociaux de s'en sortir en faisant simplement des gosses. Le but, c'est surtout d'élever le niveau de notre capital humain.
Et d'ailleurs, à ce niveau, puisqu'on en parle, je vous le dis, j'interdis les smartphones avant 18 ans. J'impose des régulations aux réseaux sociaux, voire j'en interdis. Par exemple, TikTok, je suis pas sûr que je garde. Je mets des limitations sur les scrolls intensifs. Je censure et j'interdis la pornographie, ainsi que la pornographie soft de type OnlyFans. Tout ça, ça dégage. Oui, je fais tout cela, que cela vous plaise ou non. Parce que d'une manière générale, je détruis tout ce qui détruit notre santé physique et mentale. Je taxe par exemple drastiquement la malbouffe. Tous les produits transformés coûteront désormais plus cher. Vos sodas de merde. Mais c'est exactement ce que fait l'État. Hein. Et donc là, je voudrais t'expliquer pourquoi. Là tu as une mentalité de communiste. Et pourquoi la mentalité libérale est plus importante. C'est que ce qui fait qu'une société devient plus forte, c'est pas que l'État, comme un papa et une maman nounou, essaie systématiquement d'intervenir pour dire ça t'as le droit de le faire, ça t'as pas le droit de le faire. D'ailleurs, c'est drôle parce que là, je suis en train de lire un essai sur l'idéologie woke. Très intéressant, on fera un épisode là-dessus. Et la racine du wokisme, c'est quoi ? Ce sont des parents, donc le wokisme c'est quelque chose qui naît dans des milieux qui sont plutôt aisés, où les parents sont systématiquement en train d'intervenir pour essayer de surprotéger leurs enfants. Donc si tu as envie d'avoir une population qui est forte et que tu passes ton temps à intervenir, à interdire, à encourager, à décourager, tu vas avoir un peuple de fiottes. Tu vas avoir exactement le même peuple d'assistés, de gens qui vivent dans la trouille que la population qu'on a actuellement. Alors que si tu permets aux gens d'essayer de se casser la gueule, de mal manger, qu'ils ont la possibilité de faire des conneries, qu'ils ont la possibilité de bien allouer leur temps ou de mal allouer leur temps, et ben là tu permets une sélection. Tu permets une sélection entre des gens qui vont considérer que c'est important de faire gaffe à ce qu'ils bouffent, de faire attention à ce qu'ils regardent, etc. Et tu vas permettre de créer des avantages comparatifs, des avantages compétitifs. Ça veut dire qu'il y aura un vrai mérite à être intelligent et en bonne santé. Et ce faisant, tu vas créer les incitations nécessaires pour qu'un maximum de gens trouvent ça désirable d'être intelligent et en bonne santé. Parce qu'avec l'état communiste qu'on a au pouvoir, ce qui se passe, c'est que ça devient un acte de résistance de mal bouffer, de regarder des conneries, tu vois, c'est ouais, je mange Nutri-Score E parce que j'emmerde les communistes, etc. Vraiment, il faut que tu sortes de la mentalité de gauchiste, à savoir je vous protège et j'organise, parce que c'est une fabrique à blaireaux fragiles de gauche. D'ailleurs, concernant les paysans, j'ajoute que pour des raisons écologiques, j'impose une taxe carbone stratégique de sorte à ce que tous les produits qui viennent d'ailleurs et de loin coûtent beaucoup plus cher que les produits français. Qu'un poulet français sain qui vient du village à côté de chez vous coûte aujourd'hui plus cher en supermarché qu'un poulet de merde brésilien élevé en batterie, c'est une aberration à laquelle on met fin. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aménager un monopole pour les producteurs français, tu vas les couper du marché, ils vont faire des trucs de plus en plus inefficaces. Toutes les fois qu'on ferme une économie, ce que ça crée, c'est de la pénurie. Le problème des agriculteurs français, c'est qu'ils payent leur énergie trop cher à cause des taxes, c'est qu'ils ont trop de normes, c'est qu'ils ont trop d'emmerdes, c'est qu'ils payent trop d'impôts. Si tu vires tout ça, je peux t'assurer que le bon poulet français sera beaucoup plus compétitif. Mais là, encore une fois, si tu essaies de protéger l'économie, tu l'affaiblis. Mais puisque nous sommes aussi écologistes, eh bien nous mettons étatiquement des taxes carbone à tous les étages pour favoriser partout le localisme. Point final. Et à propos d'écologie, je fais aussi payer chèrement toutes les externalités négatives aux entreprises pollueuses et empoisonneuses. Le but, c'est d'orienter intelligemment toute notre économie vers le sain et vers l'utile. C'est le but de ce que j'appelle un bio-État. Je travaille là-dessus en ce moment. J'espère pouvoir vous en parler un jour. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est vraiment là qu'il faut redescendre un petit peu, et c'était ce que je craignais au début, c'est le côté j'ai une grande vision pour l'État, je vais vous présenter ma vision et je vais vous imposer ma vision. Quand tu fais ça, tu fais des grosses conneries en fait. Il faut être plus humble et puis laisser les acteurs s'organiser. Bon voilà, j'ai rétabli l'ordre, j'ai rétabli l'économie, j'ai rétabli la santé de mon pays. Maintenant, je m'attaque à un problème existentiel, la présence sur notre sol de millions de personnes non assimilées et non intégrées. Et les choses sont en réalité plus simples qu'elles ne paraissent. D'abord, évidemment, va de soi, on expulse immédiatement et systématiquement tous les clandestins envoyés dans leur pays d'origine, parce que parfois ça peut prendre pas mal de temps. On les enferme dans de grands centres de rétention administrative. Hors de question de les laisser dehors comme aujourd'hui. On fait aussi un moratoire sur les naturalisations.
non, on retire la nationalité française à tous les naturalisés qui ont commis des crimes et des délits. Et après on les expulse, c'est bien normal. Ensuite, pour le gros de la masse immigrée, eh bien c'est très simple. Si on ne peut pas, en droit international, retirer la nationalité sur des critères ethniques, on peut en revanche totalement jouer sur les générations, comme le font de nombreux pays civilisés, comme le Japon par exemple. Je vous explique. Ok, on a donné la nationalité française à, mettons, une famille algérienne, une famille d'immigrés algériens. Ok, c'est comme ça, en raison de la non-rétroactivité qui est au cœur de notre droit, et vous voyez, même si je suis un dictateur, je suis un dictateur à la romaine, c'est-à-dire que je respecte quand même notre droit, eh bien, en raison de cette non-rétroactivité de la loi, on ne peut pas retirer une nationalité qui a été octroyée, sauf crime et délit. Mais on n'est, en revanche, pas du tout obligé de garantir l'automaticité de cette nationalité pour les enfants et même les petits-enfants de ces naturalisés. Rien ne vous y oblige. Même dans le droit européen, figurez-vous, j'ai vérifié. L'Union européenne ne pourrait rien faire contre ça, contre la suppression de cette automaticité. Et même d'ailleurs, si elle s'y opposait, elle ne pourrait rien faire du tout parce que l'Union européenne ne peut rien faire contre la France. Je vous expliquerai tout ça un jour dans une autre vidéo, mais la phrase qu'on entend tout le temps, on ne peut rien faire si on ne sort pas de l'Union européenne, c'est complètement bidon. Si vous ne me croyez pas, abonnez-vous. L'Union européenne peut quelque chose contre la France tant que la France a de la dette. C'est-à-dire que si l'État vit complètement à crédit, là, l'Union européenne peut faire quelque chose parce que on peut te faire très rapidement monter les taux auxquels tu te finances. Après, si tu as effectivement fait un travail radical pour limiter la taille de l'État, pour commencer à désendetter, tu retrouves du pouvoir de négociation. Oui, tu peux dire, moi j'ai une grosse armée, vous allez faire quoi ? Mais si on t'écroule le financement de ton État, ça devient tout de suite une situation complexe. Mais après, oui, faire un rapport de force, pourquoi pas ? Si tu recommences à être une économie crédible, il y a moyen. Les enfants d'immigrés naturalisés français devront dorénavant demander la nationalité française, mais là, comme par hasard, les critères d'admission auront été extrêmement relevés. Si vous n'êtes pas complètement assimilé, eh bien, on n'a aucune raison de vous donner la nationalité française. On crée du coup un statut intermédiaire, un statut de fédéré communautaire par exemple, une sorte de carte verte à l'américaine améliorée, pour les enfants et les petits-enfants d'immigrés naturalisés qui travaillent, qui respectent la loi et qui ont à cœur de s'intégrer. Ils peuvent donc parfaitement rester sur le territoire, avoir des droits, mais ils ne sont pas pleinement citoyens français. J'aime bien, ouais, ça, on pourrait faire un truc comme ça. Et si tu couples ça au fait que c'est terminé les aides sociales, la CAF, tu arrêtes l'intérêt qu'il y a à venir immigrer en France. Si tu es là pour parasiter et tu augmentes l'intérêt que tu as à migrer en France si tu es là pour entreprendre, donc pourquoi pas. J'ajoute que les aides sociales ayant été entièrement coupées, les associations pro-migrants ayant été toutes dissoutes, les criminels ayant été systématiquement envoyés travailler en Guyane, on aura aussi passé des partenariats d'amitié et de coopération renouvelés avec les pays du Maghreb et d'Afrique, parce que le but c'est pas du tout d'être en guerre avec eux, au contraire, je veux des grands pactes d'amitié avec tous ces pays, je veux arrêter avec la France-Afrique, le franc CFA, les ingérences militaires, la francophonie, etc. Tout ça c'est terminé, je ne veux plus qu'on accuse la France de néocolonialisme, je suis un patriote cohérent, je veux que chacun soit chez soi libre, avec ses ressortissants, dans une vraie égalité sur le plan international et avec un commerce équitable. Et cette approche, je pense, aidera considérablement une remigration pacifique et ordonnée. Une remigration incitée, encouragée, mais également en partie choisie. Ça peut être pas mal du tout, surtout si ça devient plus compliqué de pratiquer des rites qui sont tout à fait incompatibles avec un pays civilisé. Je suis sûr. Et donc voilà, avec moi, en quelques années, la remigration la plus essentielle sera accomplie ou en passe de s'accomplir. La France reviendra aux Français de manière, je le répète, totalement juste et légitime. Après donc une dizaine d'années seulement, le pays, avec moi, resplendit. L'insécurité est devenue résiduelle, le chômage est absent, les salaires ont tous augmenté grâce à l'enrichissement réel général et aussi grâce à la remigration qui a fait cesser la pression à la baisse sur les salaires. Le tourisme est florissant, nos familles font plein de petits bébés, nos entrepreneurs peuvent développer des boîtes innovantes sans être pourchassés par le fisc et la bureaucratie, et des entreprises du monde entier veulent s'installer chez nous en raison de notre fiscalité, de nos infrastructures et surtout de notre bon vivre français enfin retrouvé. C'est pas mal, il y avait les petites craintes que j'avais, il a compris jusqu'à un certain point l'intérêt du libéralisme, mais il a quand même ce besoin d'imposer trop de choses aux autres, et ce besoin d'imposer trop de choses aux autres, ça a deux sources. La première source, c'est qu'on se surestime, et la seconde source, c'est qu'on sous-estime les autres. Alors que si tu rends un peuple plus libre, tu te retrouves avec des gens qui sont plus entreprenants, plus forts, et donc plus dignes de confiance. En tout cas, c'est assez chouette de se
projeter là-dedans, parce qu'encore une fois, je pense que la démocratie est une impasse. C'est bien que Julien Rochdy nous présente sa candidature, et maintenant, c'est à vous d'en discuter. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite.